Dans cette vidéo, je te partage la rénovation extrême d'un parquet ancien en sapin qui était recouvert par une chape sur laquelle était posée une moquette. Là, on est vraiment sur le boss final de la rénovation d'un parquet. Je vais te partager plein d'astuces pour retaper un parquet abîmé et gondolé, alors regarde bien toute la vidéo. Mais avant tout, n'oublie pas de liker la vidéo et t'abonner si c'est pas fait, ça soutient énormément la chaîne. Merci d'avance et c'est parti. Avant toute intervention, bien sûr, on protège le nécessaire. Là, j'ai donc créé un sas de décompression en 2 couches parce que ça va faire beaucoup de poussière et les autres pièces sont habitées. Première étape, ça va être de retirer cette chape. Alors au départ, comme tout le temps, j'ai cru que ça allait partir facilement. J'avais quand même testé un endroit au plus épais et en quelques coups de marteau, ça se cassait tout seul. Mais en fait, pour 90% de la pièce, c'était loin d'être ça. Et donc, je vous partage ma galère. J'ai donc commencé à la main, au maillet et au burin, en essayant de temps en temps de fragiliser la chape en mettant des coups de maillet dessus. Et puis j'alternais aussi avec un racloir en fonte pour essayer d'enlever des plaques plus grandes. Après avoir avancé de seulement 50 cm en 1 heure, je me suis dit qu'il fallait trouver une meilleure solution, en utilisant le perforateur burineur. Vu la puissance de la machine, j'avais vraiment peur de l'utiliser car je savais que ça allait creuser le parquet. Surtout que le sapin, c'est vraiment un bois tendre, aussi tendre qu'un câlin de bébé chat un jour de pluie. J'ai commencé par utiliser une mèche de burin très émoussée pour ne pas trop rentrer dans le bois, alors ça allait plutôt bien aux endroits où la chape était épaisse et partait facilement, combiné avec des coups de racloir là où ça partait bien, mais ça restait quand même très lent et dès que la chape était moins épaisse, donc mieux accrochée et moins cassante, et là c'était l'enfer. Donc j'ai dû trouver une autre solution. Ouais j'en avais trop marre, j'ai dû aller acheter un plus gros burin du 11 cm, j'espère que ça va pas éclater le plancher et que ça va me gagner du temps parce que là c'était juste pas possible. Par contre ce truc ça vaut une fortune, c'est abusé. Mais par contre ça m'a gagné beaucoup de temps. Cependant au niveau des marques dans le sol, ça en a quand même laissé. Au moindre faux mouvement ou changement de dureté de la chape, ça s'enfonçait plus d'un côté que de l'autre, puis du coup ça faisait des marques dans le parquet. Et au niveau du temps, tout ça m'a quand même pris la journée. J'imagine même pas si j'étais resté à la massette et au burin. Et pour les endroits où il n'y avait pas vraiment de chape, c'était surtout de la colle, j'ai fini à la main avec un américain. Hello Ginger Boy, want some help? On appelle ça aussi un couteau multifonction ou le couteau du peintre. Et voilà le résultat après burinage. Alors je sais, il y a des sacrées traces dans le parquet et il reste quand même beaucoup de matière collée. Ma solution? On va simplement commencer le ponçage avec du gros grain. Là, les fournisseurs n'avaient pas plus bas que le grain 36, alors j'ai fait avec. Mais sinon, j'aurais bien voulu un grain encore plus gros. J'ai aussi réglé la machine au plus bas pour qu'elle appuie quand même fortement sur la matière et qu'elle en dégage le plus possible. Et puis c'est parti. Bon souhaitez-moi bonne chance parce que je crois que je vais mourir dans la poussière là. Au niveau de la technique de ponçage, je vous ferai une vidéo dédiée sur la technique parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à voir. Alors pensez à vous abonner et activer les notifications pour ne pas la manquer. Bon, ce premier passage était quand même assez long, ça m'a pris environ 2 heures. Et pour le bord de la pièce, j'ai dû faire un ponçage perpendiculaire aux fibres du bois, ce qui est normalement contre-indiqué, mais c'était la seule solution que j'ai trouvée car il y avait vraiment trop de matière. J'ai par contre réglé la hauteur de la machine pour que ça retire la colle sans vraiment creuser le bois. Et j'ai fini les contours avec une meuleuse d'angle. Et quel bonheur de manger des nuages de poussière. Alors au cas où, il faut faire très attention avec cette machine car ça creuse très rapidement le bois. Et voilà, la première passe est maintenant réalisée. Par contre, il reste toujours pas mal de résidus et le parquet est très irrégulier et gondolé. On appelle cette déformation le tuilage. Pour rattraper ça, la solution c'est le ponçage en diagonale. Vous avez sûrement entendu dire qu'il faut toujours poncer dans le sens de la fibre. Le problème c'est que lorsqu'un parquet a un fort tuilage, si vous poncez dans le sens de la fibre, vous allez mettre longtemps à rattraper les différences de niveau et en plus de ça, vous risquez d'empirer la situation car la ponceuse peut basculer sur les irrégularités et laisser des marques. Et donc là, vous aurez tout gagné. Donc la solution, c'est de poncer en diagonale pour ne pas trop abîmer les fibres du bois tout en retrouvant une planéité. Et on fait plusieurs passages jusqu'à retrouver une planéité de notre parquet. Mais bon, parfois les différences de niveau sont tellement importantes
qu'il faudrait enlever plusieurs millimètres partout. Donc ça prend des heures et ça fragilise le parquet. Donc personnellement, je me suis arrêté avant et j'ai préféré gratter et poncer à la main les derniers défauts. Bon bah, à cause du ragréage qu'il y avait avant, en l'enlevant, ça fait des marques. Et surtout dans le sapin, ça creuse facilement. Des gros trous, ça peut se combler avec de la pâte à bois. Mais juste les coups comme ça, tac tac tac, là c'est compliqué. Soit il faudrait carrément manger le parquet sur 2 mm de plus. Je vais tester un autre truc, pas très conventionnel. Ça va être simplement de poncer le trou et de l'élargir pour essayer que sur la distance, on voit plus trop qu'il y avait un trou. Petit conseil, si vous êtes amené à poncer avec une meuleuse d'angle, je déconseille de faire des mouvements rotatifs comme on a l'habitude de faire, car ça laisse des marques circulaires. Je l'ai parfois fait ici, il n'aurait pas fallu. Le secret, c'est de poncer comme avec les autres ponceuses, donc dans le sens de la fibre et en faisant des allers-retours sans trop appuyer, et d'avancer tranquillement. Et après ça, je suis repassé avec la ponceuse excentrique pour égaliser et qu'on ne voit plus les marques de la disqueuse. C'est une méthode risquée car avec la lumière rasante, vous allez toujours voir les différences de niveau et de ponçage et vous risquez de vous rater et de faire vraiment des trucs horribles. Alors il faut réfléchir si c'est pas mieux de laisser les petites marques tranquilles. Mais c'est typiquement ce qui peut créer des échardes et vous arracher les chaussettes quand vous traînez des pieds. Et puis finalement, je me suis occupé des contours. Pour cela, j'avais aussi loué une bordureuse. Donc c'est une ponceuse circulaire qui permet de poncer très proche des bords, d'où son nom, la bordureuse. Mais alors là, à la moindre trace de colle restante, c'est l'encrassement direct. Et puis au prix des disques, je peux te dire que tu fais attention. Ah oui, et aussi il faut penser à bien enfoncer les clous avant de poncer, parce que déjà ça abîme les abrasifs, mais surtout c'est extrêmement dangereux car ça fait des étincelles et ça peut faire prendre feu votre sac de résidus de ponçage. Et c'est pas anecdotique, c'est un vrai risque. Pour cela, on utilise simplement des chasse-clous. Et puis finalement, j'ai poncé le parquet normalement, donc dans le sens de la fibre, en partant du grain de 60, puis 80 et finalement 120. Et en faisant bien entendu les bords avec les mêmes grains entre chaque passe. Et puis aussi en aspirant avant de passer au grain plus fin. Mais désolé, j'ai eu un problème de caméra, alors je n'ai pas d'autre image. Mais encore une fois, je ferai une vidéo plus approfondie, alors pensez à vous abonner. Bon là, ce que je vais faire, c'est que je vais reboucher les trous de différentes façons pour un peu tester les coloris. Je vais surtout me concentrer sur les gros trous parce que quoi qu'il arrive, en fait, ça va se voir. Ça va faire soit plus clair, soit plus foncé, soit ça va pas recréer les fibres et les veinages du bois. Donc, il faut quand même faire au minimum. Donc, je vais tester la pâte à bois directement colorée chêne moyen comme le vitrificateur. Je vais tester aussi la colle à bois mélangée à de la sciure. Puis, on peut aussi tester le fondur ou le vitrificateur mélangé avec pour essayer de recréer la même teinte et reboucher. Donc autour c'est fait un peu dégoûtant, mais on va reponcer une fois que c'est sec pour retrouver juste le trou bouché. Et si le trou est relativement circulaire, on va croire de loin que c'est juste un nœud du bois. Par contre, si c'est des traces plutôt longiformes, là ça va plutôt se voir, donc peut-être éviter de les reboucher. Au niveau du bord, on peut mettre une spatule comme ça pour recréer la fente, reboucher comme ça, tac. Là par exemple, il y a pas mal de trous, je pense qu'il faut éviter de les reboucher. Sinon, ça va plus se voir que le trou en lui-même. Là, ça peut ressembler à un autre nœud. Donc maintenant, je vais tester de mélanger de la colle à bois avec de la sciure. On mélange. Le problème, c'est que ça a tendance à faire des dépôts blancs quand c'est poncé. Alors là, une fois sec, veillez bien à poncer ou racler le surplus de colle, sinon ça va empêcher la finition de bien prendre et ça va faire des taches blanches. Donc même si vous ne voyez rien, poncez quand même car il peut avoir une légère pellicule transparente. Et pour peaufiner le travail, j'ai repassé un coup avec la ponceuse excentrique un peu partout, en assistant un peu plus quand même sur les surfaces où la ponceuse à bande n'avait pas pu passer. Cela a donc permis un état de surface plus lisse et uniforme. Bon, bien entendu, cette étape n'est pas à réaliser sur un parquet qui serait moins abîmé. Et finalement, quand vous pensiez qu'il était temps de passer le vitrificateur, eh bien non! Il faut encore récurer tous les interstices. Et dans mon cas, avec tous les résidus de colle entre les lames, je peux vous dire que je me suis bien amusé. Heureusement que j'avais de la musique dans les oreilles grâce au casque anti-bruit connecté.
Et puis en même temps, j'ai aussi fini par racler toutes les petites traces restantes de colle ou autres produits non identifiés. À savoir que l'on peut en effet racler au lieu de poncer. Cela offre directement un état de surface qui pourra accueillir la finition. Et puis comme à chaque étape, on aspire encore. J'en profite pour vous faire un petit point technique. On aspire vers le centre, donc en soulevant à chaque fois pour ne pas faire d'aller-retour. De cette façon, ça emmène toutes les cochonneries au centre. Donc on fait ça des deux côtés et à la fin, on aspire au centre. Pour finalement passer la finition. Donc on commence par passer une sous-couche, aussi appelée fondure. Elle permet de bloquer les remontées de tanin, d'améliorer l'adhérence de la finition, d'uniformiser la porosité et de bloquer le support pour pas qu'il absorbe trop la finition. La sous-couche, c'est vraiment très important pour les résineux comme le sapin parce que ça a vraiment tous les défauts de ce type. Pour son application, on commence par faire les bords avec un spalter. Donc c'est un pinceau large avec des poils très fins et très nombreux qui permet une belle finition sans laisser trop de traces. On finit d'ailleurs par lisser vers l'intérieur de la pièce. Puis je conseille de prendre un rouleau de grande largeur. C'est rapide et le résultat est propre. On applique toujours dans le sens de la fibre et on finit par lisser pour homogénéiser et ne pas laisser de traces. Puis on avance comme ça d'environ 1 mètre par 1 mètre en se dépêchant parce que ça sèche rapidement et ça peut créer des jonctions. Une fois sec, on peut égrainer en passant un abrasif doux. Ça permet d'améliorer l'adhérence et puis ça enlève les petites imperfections, genre les petites cochonneries qui seraient venues se coller avant que ça sèche. Puis comme toujours, on aspire le tout et on finit par passer le vitrificateur de la même façon que le fondure. En faisant attention quand même de pas trop en mettre parce qu'on a mis une sous-couche, alors ça va pas absorber tant que ça. Et donc après le temps de séchage entre les couches qui est indiqué sur le produit, on repasse une deuxième couche. En général, c'est environ 2 heures. Et bien entendu, avant cela, on peut aussi égrainer et aspirer une nouvelle fois. Alors bien entendu, on aurait pu refaire ce sol de plein d'autres façons. On aurait par exemple pu aller au plus simple et au moins cher, en choisissant de réparer un peu la chape et ajouter directement le parquet flottant par-dessus. Mais ça, c'est le choix de chacun. Personnellement, j'adore le massif, surtout quand ça a de l'histoire. Et puis voilà, le travail est enfin terminé. Alors oui, quand on regarde de près ou en lumière rasante, on peut quand même voir les imperfections et traces de rebouchage. Mais prenez en compte que la chambre sera ensuite meublée et des tapis seront sûrement ajoutés. Et puis n'oublions pas tout de même d'où on est parti parce qu'on a quand même fait un sacré bout de chemin pour en arriver à là. Quelle merveille tout de même de ranimer l'essence d'un parquet ancien, témoin silencieux de tant de vies écoulées. En lui offrant une nouvelle histoire, nous inscrivons notre empreinte dans le temps pour que demain, d'autres suivent le fil de notre récit. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air, ça aide réellement à promouvoir cette vidéo et à mieux se faire référencer par YouTube. Et sur ce, restez créatifs, prenez le temps de bien faire et surtout, portez-vous bien.